Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Merci, bonne année à vous. Député européen pour le Rassemblement national, porte-parole de Marine Le Pen. Évidemment, je vais vous faire réagir sur la sortie du président Macron qui veut emmerder les non-vaccinés. Pour vous, c'est quoi? C'est un dérapage? C'est une sortie incontrôlée ou pas du tout? Ce sont des propos qui sont totalement voulus, assumés, que c'est une stratégie? Je pense que ce sont des propos parfaitement maîtrisés, parfaitement calibrés, et ça les rend d'autant plus graves. C'est une manifestation nouvelle du mépris dont nous sommes coutumiers de la part du président de la République à l'égard des Français. Ce n'est pas la première fois pendant ce quinquennat, mais là, il ajoute l'insulte au mépris. Et non seulement Est-ce qu'il ne dit pas tout haut? Est-ce qu'il dit pas extrêmement violente. Il dit pas tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas aujourd'hui? Est-ce qu'il exprime pas un peu le ras-le-bol des soignants aussi? Je pense que c'est le contraire. Il incite les Françaises et les Français à exprimer de la haine et de l'hostilité à l'égard d'une autre catégorie de Français. Voilà. Donc il est exactement dans le rôle inverse de celui du président de la République. Et exprimer un tel niveau de mépris, c'est en réalité profondément méprisable. Parce que quand on est président de la République, dans une période aussi difficile que celle-là, avoir une attitude comme il l'a eu dans cette interview, ça le disqualifie totalement. Après, maintenant, sur le fond. Mais encore une fois, s'il dit tout haut, est-ce qu'il ne dit pas tout ce que beaucoup de Français pensent tout bas? Écoutez, tout le monde comprend que c'est le contraire, c'est une fuite en avant. Et sa stratégie du tout vaccinal, elle est un échec total. On a 90% de vaccinés. Ce vaccin n'est pas un vaccin au sens où ce n'est qu'un atténuateur de cas graves, puisqu'il n'empêche pas de contracter le virus. C'est déjà ça? Il n'empêche pas de contaminer, c'est vrai, vous avez raison, mais on voit bien que ça n'est pas un outil magique. Mais si on n'avait pas le vaccin, est-ce qu'on ne serait pas reconfiné? On serait sans doute dans une situation plus difficile, vous avez raison, mais on voit bien les limites aussi du tout vaccinal. C'est-à-dire que le vaccin est un outil parmi d'autres. Vous êtes vacciné? Et il faut que... Oui, mais moi, vous savez que j'ai des activités parlementaires, de déplacement, etc., qui m'y contraignent, mais en réalité, il est important de préserver la liberté dans ce domaine. Et il y a des pays qui ont 100% de vaccinés, on y sera peut-être bientôt, d'ailleurs en France, avec les mesures coercitives du gouvernement, et ils subissent un rebond épidémique exactement comme la France. Mais ce serait peut-être pire, encore une fois, sans vaccination. Oui, mais ce qu'il faut, c'est réarmer l'hôpital, augmenter les capacités hospitalières, c'est mettre de l'argent dans les traitements, dont on voit bien qu'ils auront sans doute une efficacité dans la durée contre un virus avec lequel il va falloir vivre sans doute pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, discriminer les Français, prendre des mesures extrêmement dures, extrêmement attentatoires aux libertés individuelles, avec une efficacité qui n'est pas au rendez-vous, c'est absolument scandaleux. Ouais, il prend aussi un petit peu le parti de l'opinion, ça ne vous a pas échappé. Hein. Mais je crois que c'est le contraire. En réalité, vous avez 65% des Français, il y a 1 an et demi, qui étaient opposés à la vaccination. Aujourd'hui, il y a 90% de vaccinés parce que les gens n'ont pas eu le choix. Et ils s'y sont résignés, et souvent de guerre lasse, et souvent avec exaspération, parce qu'en réalité, et il le dit, et il l'assume d'ailleurs, Emmanuel Macron a condamné à la mort sociale, l'impossibilité de prendre les transports, l'impossibilité d'aller au restaurant, de 5 millions de personnes, l'impossibilité d'aller au cinéma, tous ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui ne se testent pas tous les 24 heures maintenant. Et il veut encore durcir, et il assume de vouloir emmerder, pour utiliser ces termes, les Français. Eh bien, c'est absolument inacceptable. Et d'ailleurs, je vais vous dire, Emmanuel Macron, ça fait 4 ans et demi qu'il emmerde les Français, dans tous les domaines. Et il suscite, et sans doute ne s'en rend-il pas totalement compte, une exaspération extrêmement profonde, une colère extrêmement profonde dont il va devoir répondre en avril prochain. Ouais. Et encore une fois, sur le ras-le-bol, les Français qui sont vaccinés, qui ont envie de reprendre une vie comme avant, mais qui sont gênés par... Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a 10% de vaccinés en plus que la vie sera différente. C'est un mensonge grossier de dire ça. La vérité, c'est que le vaccin n'empêche pas de contaminer et n'empêche pas de contracter. Et aujourd'hui, nos services hospitaliers... On réduit les cas graves. Oui, nos services hospitaliers, y compris en réanimation, sont remplis de personnes qui sont vaccinées. Il faut quand même en avoir conscience. Donc, prendre un tout petit peu de recul. En réanimation, apparemment, 80% sont des gens non vaccinés. En réanimation. Oui, et 63% des morts à l'hôpital, semble-t-il, sont des vaccinés, d'après les derniers chiffres. Donc, on voit bien les limites. Encore une fois, je ne suis pas opposé au vaccin. Je pense qu'il est important que les personnes, notamment les plus vulnérables ou les plus âgées, qui le souhaitent, puissent être vaccinées, bien sûr. Mais on voit bien que le tout vaccinal est un échec complet. Et que si avec 90% de vaccinés, on a un rebond épidémique important, d'ailleurs incontestablement, eh bien ça veut dire qu'avec 100% de vaccinés, on aura à peu près le même rebond épidémique. Donc vouloir culpabiliser ceux qui ne sont pas vaccinés, eh bien c'est à la fois totalement inefficace sur le plan sanitaire et totalement scandaleux
sur le plan démocratique. En tout cas, il force les uns et les autres, le président, à se positionner sur le fond, pour ou contre le pass vaccinal, et sur la forme, en réaction à ses propos. Il n'est pas en train de faire un bon coup politique, là? Je ne crois pas. Je crois qu'il est en train de montrer à quel point il est peu rassembleur. On ne parle que de lui depuis 24 heures. Il se replace au centre du jeu politique. Incontestablement. Et peut-être que beaucoup de gens tombent dans le panneau. Incontestablement, il y a de sa part une stratégie. La stratégie qui consiste finalement à saturer l'espace de cette campagne présidentielle, on est à 3 mois du scrutin maintenant, avec les questions sanitaires, pour occulter toutes les autres. Tous les domaines dans lesquels il a échoué. L'immigration où il a échoué, l'insécurité où il a échoué, le pouvoir d'achat où il a échoué, la situation des finances publiques où il a échoué. Alors aujourd'hui, c'est confortable, il nous explique que tout est de la faute du Covid. Mais c'est un mensonge, là aussi, considérable, puisque les déficits publics, ils avaient augmenté avant le Covid. Le chômage, toutes catégories confondues, ABCD, il avait augmenté par rapport au début du quinquennat avant le Covid. La dette publique de la France, elle avait franchi la barre des 100% du PIB, elle était déjà à plus de 2300 milliards avant le Covid. Alors évidemment, la situation s'est aggravée. Aujourd'hui, c'est confortable pour Emmanuel Macron de tout mettre sur le dos de la situation sanitaire et de faire en sorte que la campagne présidentielle n'ait pas lieu, de confiner la démocratie. En début de mandat, le déficit était repassé sous la barre des 3% en début de mandat. Il faut quand même rendre à César sur les chiffres. D'accord, mais sur l'ensemble des indicateurs économiques et financiers, on ne peut pas dire on a le rebond le plus fort en termes de croissance, quasiment de la zone euro cette année. On verra. Pour l'instant, on a quasiment 7% en 2021, 4% peut-être en 2022. Évidemment, on avait une situation tellement dégradée par le Covid en 2020 qu'il n'est pas difficile de faire mieux en 2021. Mais on verra dans la durée. Et on verra dans la durée par rapport à nos concurrents, et par rapport aux autres grands ensembles économiques dans le monde, et par rapport à nos voisins européens. En réalité, le bilan d'Emmanuel Macron, il est mauvais dans tous les domaines, il le sait très bien, et donc il veut éviter que cette présidentielle soit l'heure du bilan, avant même le projet, d'ailleurs, des uns et des autres. Et pour éviter qu'on fasse l'inventaire de son quinquennat, eh bien, il essaye d'enfermer les Françaises et les Français uniquement dans les considérations sanitaires. Après, c'est vrai que le mea culpa du président qui datait de mi-décembre sur TF1, sur les petites phrases, on se dit que ça n'a pas tenu évidemment très longtemps avec ces mots de trop. Enfin, pour certains, est-ce qu'on peut Oui, et puis je pense que quand on est président de la République, on ne peut pas s'exprimer de cette manière-là. Il peut avoir une opinion, il peut considérer que les Français doivent se vacciner, il doit d'ailleurs assumer. S'il assumait réellement sa politique, eh bien à ce moment-là, il rendrait la vaccination obligatoire. Comme en Italie aujourd'hui, au-delà de 50 ans, vaccination obligatoire. Voilà, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'y suis opposé. Je suis attaché à la liberté dans ce domaine. Et encore une fois, j'insiste sur ce point. Si c'était un vaccin sur lequel on avait du recul sur les conséquences de moyen et de long terme, ce n'est pas le cas, et qui prouvait son efficacité réelle, eh bien, la question méritait d'être posée. Aujourd'hui, on n'a aucun recul sur les conséquences de moyen et de long terme des différents vaccins, notamment ARN messager, et par ailleurs, ce vaccin n'empêche ni la contamination, ni de contracter le virus. Et tout le monde connaît, vous en connaissez et j'en connais, dans nos entourages, des personnes vaccinées, double dosées, triple dosées, après, encore une fois, ça évite les cas graves, qui ont déjà eu le Covid plusieurs fois. En réalité, on risque d'avoir, avec ce virus, un coronavirus qui va devenir saisonnier, qui va devenir récurrent, avec lequel il va falloir vivre. Et donc, s'il faut vivre avec, on voit bien que le vaccin ne sera qu'un outil parmi d'autres, et sans doute pas le plus efficace. Il faut mettre de l'argent dans les traitements et réarmer l'hôpital. Bon, on est à 3 mois d'élection, et il y a ce baromètre Opinionway qui est intéressant pour les Échos, qui montre que la priorité numéro 1 des Français, c'est aujourd'hui, je vous laisse finir, la priorité numéro 1 des Français. Ah ben, il y en a beaucoup, vous savez, les sondages, ils disent toujours, soit c'est le pouvoir d'achat, voilà. soit c'est les questions d'immigration et d'insécurité. Pouvoir d'achat, souvent, protection sociale. C'est les deux grands sujets qui préoccupent les Français. Avec 10 points de plus, en tout cas, le pouvoir d'achat et la protection sociale. Est-ce que Marine Le Pen parle suffisamment aujourd'hui, vous êtes son porte-parole, de pouvoir d'achat, sachant que l'immigration est une priorité pour 36% des Français, mais pour 60% de vos électeurs? Oui, bien sûr. Et après, quand on regarde ces différents sondages, tout dépend comment ils sont articulés. Quand vous scindez un certain nombre de grands thèmes comme l'identité, en séparant la question de l'immigration, celle de l'islam, celle de la laïcité, eh bien, évidemment, ça arrive en 3e, en 4e position. Mais si vous les rassemblez, puisqu'ils sont très liés, eh bien, ils arrivent en tête. Donc, ça mérite ce petit point de méthodologie. Mais peu importe. Suffisamment. Le pouvoir d'achat, c'est central. Oui, elle en a beaucoup parlé. Oui, elle a déjà fait. Et elle continuera d'en faire des propositions très précises. La plus forte, c'est quoi la plus forte aujourd'hui? Pour améliorer le pouvoir d'achat, c'est la baisse de la fiscalité sur les bas revenus et sur les revenus des jeunes. C'est également la baisse des cotisations sociales sur les bas revenus. Ce qui a été fait déjà aussi. Hein. Oui, mais insuffisamment. Mené par beaucoup de... Non, mais aujourd'hui, il faut être clair, on reste dans une situation où le coût pour l'employeur d'un salarié est beaucoup trop élevé
par rapport à ce que touche ce salarié en salaire net. Voilà. On appelle ça le coin fiscal. On a un niveau de cotisation sociale trop élevé et un niveau de fiscalité trop élevé. On est un des pays les plus imposés. Sur les bas salaires, on a comme vachement réduit. Oui, on reste un des pays les plus imposés du monde, de l'OCDE, 47% de prélèvements obligatoires. Donc on a une fiscalité trop forte et on a des cotisations sociales trop fortes. Ça, à la fois, ça obère la compétitivité de nos entreprises et par ailleurs, ça grève le pouvoir d'achat des Français. Alors, donc la mesure la plus forte, s'il fallait en retenir qu'une seule, c'est la baisse des cotisations sociales. Que propose Valérie Pécresse d'ailleurs aussi. Oui, mais vous savez, la droite, elle le propose à chaque élection et elle ne le fait jamais. Vous savez, la droite, elle passe son temps dans tous les domaines, c'est vrai aussi sur les questions d'immigration et de sécurité, à parler comme le Rassemblement national lorsqu'elle est dans l'opposition ou en campagne électorale et à gouverner comme la gauche ou comme les macronistes une fois qu'ils sont aux affaires. Donc la question, ce n'est pas de savoir ce qu'on dit. C'est la crédibilité qu'on peut avoir. Et la crédibilité, elle tient à la légitimité, à l'antériorité qu'on peut avoir. Il ne suffit pas de découvrir, comme Valérie Pécresse aujourd'hui, qu'il faudrait ressortir le Karcher de la cave. Alors vous en pensez quoi, cette sortie ? Ce genre d'embardé un peu ridicule. Le Karcher de la cave pour nettoyer les quartiers et remettre de l'ordre dans la rue. Vous applaudissez ou pas ? Mais j'applaudirais si elle avait réellement la volonté de le faire, et surtout si elle avait participé à un gouvernement, celui de Nicolas Sarkozy, qui a la paternité de cette expression, et qui l'avait mis en œuvre. Et il a fait tout le contraire. Parce que le gouvernement nous dit mettre l'armée carrément sous Nicolas Sarkozy, avec Valérie Pécresse, qui était ministre du budget de mémoire, et de l'enseignement supérieur, je crois, à un autre moment, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait le contraire. Ils ont fait entrer 200 000 étrangers chaque année, et l'insécurité a explosé. Les deux phénomènes sont quand même... Donc elle est comptable ? Elle n'est pas présidente, elle est comptable. Elle est comptable par le jeu de la solidarité gouvernementale, même si elle n'était peut-être pas elle-même en première ligne sur ce sujet-là, encore que, puisque ministre du Budget, c'est elle qui a validé la suppression de 12 500 postes de policiers, de gendarmes et de douaniers. Donc le mot qu'on puisse dire, c'est qu'elle a quand même une responsabilité. Alors aujourd'hui, elle nous dit, on va sortir le Karcher de la cave, ce qui confirme d'ailleurs qu'ils l'ont bien mis dans la cave au lieu d'utiliser, première chose. Et deuxième chose, quelle est la crédibilité de Valérie Pécresse ? Valérie Pécresse, c'est une femme de centre droit, Macron compatible, tout son parcours politique le démontre. Et là, depuis 2 mois, elle essaye de nous faire croire qu'elle serait capable de fermeté sur l'immigration, capable de fermeté sur l'insécurité. Mais raisonnablement, qui va croire ça ? C'est ça, la véritable question, elle est là. La place qualificative pour le second tour, ça va se jouer justement entre elles, Valérie Pécresse et Marine Le Pen ? Écoutez, c'est un peu tôt pour le dire. Moi, je crois que Marine Le Pen sera en capacité d'être au second tour. Quand on voit les sondages aujourd'hui, elles sont en coude à coude. Oui, bien sûr. Il y a 3. Vous regardez les sondages. Aujourd'hui, il y a 3 candidats qui sont en effet qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais je crois Éric Zemmour qui est en dessous. Oui, absolument. Je crois que Marine Le Pen a un avantage dans cette campagne présidentielle. En réalité, c'est qu'elle apparaît comme l'opposante la plus solide, la plus consistante à Emmanuel Macron. Et qu'en réalité, toutes les enquêtes d'opinion montrent, non pas simplement les 15 derniers jours, mais depuis 3 ans ou 4 ans, qu'elle est en situation de se qualifier pour le second tour et qu'elle est capable de porter un projet alternatif. Parce que c'est aussi ça la question. Il y a la question du constat, et d'autres peuvent faire un constat qui est juste, mais il faut ensuite être capable de porter un projet, c'est-à-dire avoir un projet complet, avoir une équipe pour le mettre en œuvre. Ça vous a surpris l'ascension, comme ça, de Valérie Pécresse ? Que personne ne voyait il y a encore 2 mois. Non, mais vous savez, on a toujours observé ce type de phénomène à 3 ou 4 mois de l'élection présidentielle. Souvenez-vous, Benoît Hamon, qui a fini à 5% des voix, je le rappelle la dernière fois, a fait une percée à 15 ou 17% dans les sondages juste après sa désignation par le Parti socialiste. Et donc je crois que Valérie Pécresse connaît un peu un sort comparable. Ouais. Ce sondage IFOP pour LCI qui sort aujourd'hui, qui donne le président en tête au premier tour avec 10 points d'avance, 27%, même 11% sur Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Il est quand même loin devant aujourd'hui, à moins de 100 jours encore une fois de l'élection. Ça reste le grand favori des sondages aujourd'hui. En réalité, la campagne n'a pas encore vraiment commencé et il essaye de la retarder au maximum. La campagne devrait débuter maintenant et s'intensifier. Or, il fait tout pour y échapper. Il fait tout pour confiner la démocratie, il fait tout pour que le débat démocratique n'ait pas lieu, il fait tout pour que son bilan ne soit pas décortiqué, analysé et commenté, et avec à chaque fois la même stratégie qui est le prétexte sanitaire, même si la situation sanitaire est préoccupante bien sûr, mais il y a une volonté d'Emmanuel Macron de dramatiser, d'empêcher que tout autre débat et tout autre sujet
n'émerge dans cette campagne électorale. Alors c'est extrêmement grave, et moi ce que je dis aux Françaises et aux Français, c'est qu'ils doivent évidemment se saisir de cette campagne présidentielle, de cette élection présidentielle, pour se faire entendre sur tous les sujets, ne pas se laisser enfermer dans les considérations sanitaires. Elle n'est pas un peu prise en tenaille, Marine Le Pen, entre justement Éric Zemmour et Valérie Pécresse? Vous aviez prévu il y a 3 mois que ça serait aussi serré pour non, je crois qu'elle est en réalité dans une position centrale. Elle a une position centrale pour rassembler et pour proposer une alternative à Emmanuel Macron. Le point commun des électrices et des électeurs qui prévoient de voter pour Marine Le Pen ou qui prévoient de voter pour Éric Zemmour ou même pour Valérie Pécresse, c'est bien souvent qu'ils ne veulent pas d'Emmanuel Macron 5 années de plus. Eh bien, cette position centrale permet de leur tendre la main à tous en leur disant que pour éviter d'avoir 5 années supplémentaires avec Macron, eh bien, il faut s'unir, se rassembler dès le premier tour. Un petit mot des meetings, du premier meeting de Marine Le Pen qui finalement sera décalé. Premier grand meeting de campagne qui était prévu le 15 janvier, qui aura lieu le 5 février, ce sera à Reims. Il se trouve qu'à l'AREM, au PS ou chez les Républicains, tous ont annoncé que le pass sanitaire serait demandé dans les meetings, qu'ils appliqueraient les jauges, 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur. Au Rassemblement national, pas de jauge, pas de pass sanitaire. Nous, ce que nous avons prévu, c'est d'avoir une jauge qui soit proportionnelle à la taille de la salle, parce que ça n'a pas beaucoup de sens d'appliquer une jauge stricte qui ne dépendrait pas de la taille de la salle. Ce qu'il faut, c'est pouvoir respecter les distances de sécurité sanitaire à l'intérieur des salles. Maintenant, pour le reste, nous respecterons la loi, strictement la loi. Et la loi ne prévoit pas pour les réunions politique, pour la réunion publique, de passe sanitaire. Donc nous n'allons pas imposer un passe sanitaire ou un passe vaccinal, d'autant plus que, vous le savez, nous sommes opposés au passe vaccinal. Ouais. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, vont distribuer gratuitement des masques FFP2 à l'entrée des meetings. Vous pourriez en faire de même Oui, bien sûr. On prendra toutes les dispositions qui permettent... Vous pourriez ou vous allez le faire? Ou c'est pas tranché? Écoutez, c'est pas tranché, c'est encore dans quelques semaines, on a le temps de voir. Mais bien sûr, nous prendrons toutes les dispositions de distanciation physique, de tests, de masques, pour créer les conditions pour que les Françaises et les Français qui souhaitent participer, assister aux réunions publiques de notre candidate puissent le faire dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. Bon, voilà, on en reparlera. Merci en tout cas, Nicolas Bay, d'avoir été notre invité, donc député européen Rassemblement national et porte-parole de Marine Le Pen, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Au revoir.